Donc on va démarrer notre après-midi conférence. Et la première va porter sur le sujet de la finance durable à l'épreuve du réalisme économique. Comment mieux soutenir la compétitivité et la durabilité du secteur agricole et alimentaire français. Je vois voilà, les acteurs qui se rapprochent. Alors, regardez-les, ils sont hyper cadencés, c'est assez incroyable. Je ne mets pas la pression du tout. On a les Beatles. Voilà, c'est les Beatles en tout cas. Merci à eux. Je vais appeler les deux animateurs de la conférence. Et c'est pour ça que Laurent est resté à mes côtés, puisqu'il y a Laurent Augier, donc directeur général de cette conférence, qui va être accompagné de Romane. Romane, si tu veux bien monter, voilà, qui est chargée de projet européen. Et vous verrez que c'est pas par hasard qu'elle est là. Merci Romane, tu peux prendre le micro en effet. Et je vais leur céder tout simplement la petite zapette, parce que c'est avec celle-ci que vous ferez circuler voilà, les slides. Le bouton vert. Voilà. Allez, merci à vous tous. Merci Eric. Merci Eric. Bonjour à tous. Merci d'être là. Merci d'être aussi nombreux. Donc là, on va passer sur la table ronde sur la finance durable. Avec de nombreux, 4 intervenants majeurs. Et on va commencer avec Romane Jubera. Si tu veux bien venir monter sur scène. Donc Romane qui est consultante transition bas carbone et territoire chez AgroSolutions, filiale d'Invivo, cabinet d'expertise conseil en agro-environnement. Je t'en prie, vas-y, prends place. Prends place, ouais. On continue avec Emilia Abrahams, qui est VC Investor, donc Venture Capital Investor, ça veut dire investisseur en capital risque, chez The Yield Lab, qui est un fonds d'investissement international dédié aux startups agri-agro à impact. On continue avec Julien Saludas, Operating Partner chez AgriLife Studio, qui est un startup studio de projets agricoles et alimentaires à impact. Et on finit avec Louis Ferlet, qui est expert ESG. Donc ESG, c'est critères environnementaux, sociaux et de gouvernance. Senior manager chez KPMG, leader mondial audit conseil. Merci beaucoup à tous. Merci d'être présents avec nous. Donc cette petite conférence, elle va se dérouler en 3 temps. Une introduction par Laurent, une discussion et j'espère, si on a le temps, une petite partie de questions-réponses. Merci Romane, merci déjà à tous les 4. Vous voyez qu'on a une table ronde super paritaire, voilà, et surtout une grande expertise autour de la table. On a voulu cette table ronde, donc, comme je disais en introduction, parce que ces sujets de finance verte, des fois ils sont tout en haut, des fois ils sont un peu plus secoués par les différentes actualités et par le contexte géopolitique. En tout cas, on est revenu sur un point de départ qui était notamment le rapport de Pisani-Ferry d'il y a quelques années, qui montrait que pour faire la transition écologique et agroécologique et environnementale, il fallait massivement investir dans différents secteurs et qu'il ne fallait pas attendre. Le secteur agricole et agroalimentaire, ça fait partie des secteurs sur lesquels il faut fortement investir. On parle aussi beaucoup de termes barbares qu'on va essayer quand même de vous simplifier. CSRD, donc cette fameuse réglementation européenne auquel certaines entreprises sont d'ores et déjà obligées de répondre, les critères globaux de l'ONU, etc., etc. Et puis aussi, par exemple, parce que le pôle y a travaillé, tout ce qui est label bas carbone, tout ce qui est paiement pour services environnementaux, on va expliquer comment ça fonctionne, à quoi ça sert et comment tout ça est financé et qui sont les différents acteurs. Donc tout ça, c'est aussi pour montrer comment le monde agricole peut mieux s'approprier toutes ces notions. Voilà, c'est un peu l'objet de cette table ronde. Alors elle est courte parce qu'une heure, on n'aura quand même pas le temps de rentrer trop dans le détail. Donc c'est pour ça aussi qu'on a 4 expertises. On leur a dit d'être super précis et je pense qu'ils vont faire œuvre de pédagogie parce on a préparé cette table ronde et on a vu que leurs propos sont très, très simplifiés, mais à juste titre, et on les remercie par avance. Du coup, on va démarrer tout simplement par une question de base. C'est qu'est-ce qu'on appelle la finance verte. Émilie, du coup, on va commencer par toi. Je vais te laisser présenter très rapidement The Yield Lab, qu'est-ce que c'est, et puis te demander tout simplement, quand on parle de finance verte ou de finance durable, de quoi on parle. Je te donne un micro. Hop. Plus facile avec un micro. Bonjour à tous et à toutes. Je suis Émilie, je fais partie d'un fonds de capital à risque, donc en anglais VC, Venture Capital.
international, mais je fais partie du fonds européen. C'est un fonds d'amorçage spécialisé en agri-agro et un fonds à impact. On a plus de 30 boîtes en portefeuille partout en Europe et on a à peu près 55 millions d'euros en actifs. Donc pour parler plus de la finance verte, en gros, ça fait référence à différents leviers pour soutenir la transition écologique, un levier financier. Donc ça peut inclure les paiements pour services à l'écosystème, mais aussi une partie qui nous touche plus en tant que fonds, ça fait référence à un système régulation qui s'appelle SFDR, donc en anglais ça donne Sustainable Finance Disclosure Regulation, qui est règlement sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur financier. Donc un de mes collègues va parler de la contrepartie qui est importante pour les entreprises, mais ça c'est vraiment pour les acteurs financiers. Et ça fait référence à en fait, une charge de reporting assez lourde pour tous les acteurs financiers qui veulent ou qui prétendent faire des investissements à impact. Et voilà, je peux en parler plus, mais c'est des grilles. Vous devez respecter quoi, du coup? Il y a des articles, le 8, le 9, là? Exactement. Donc nous, on est article 9. Donc en fait, il y a deux catégories, plus ou moins, de fonds définis sous cette législation. Premier, c'est un fonds vert clair, c'est-à-dire article 8. Qui doit faire une partie de ces investissements avec un impact environnemental positif. Nous, au contraire, on est un fonds vert foncé, article 9, qui doit faire 100% de nos investissements avec un impact positif. Et pour pouvoir démontrer ça, on répond à beaucoup de questions à nos investisseurs et aussi à l'Union européenne. Alors on y reviendra tout à l'heure effectivement sur quels sont du coup les indicateurs que vous demandez pour répondre aux exigences du coup réglementaires des fonds. Julien, en parallèle, donc toi tu es operating partner. Alors c'est pas tout à fait un fonds, c'est un startup studio. Tu vas nous expliquer ce que c'est, qui s'appelle AgriLife Studio. Et pareil, comment ça fonctionne de ton côté, sachant que tu n'es pas directement l'investisseur. Tu as des partenaires ou investisseurs pour lesquels tu travailles. Donc voilà, qu'est-ce que tu peux nous en dire? Oui, bonjour à tous. Donc effectivement, AgriLife Studio n'est pas un fonds d'investissement, n'est pas un fonds VC. On a une structure de statut SAS avec pour objectif de créer des startups dans l'agri et l'agro. Donc en fait, pour ça, on a effectivement des fonds d'investissement qui nous ont confié de l'argent, dans le cas justement de leur article 8 et 9, pour qu'on puisse créer des boîtes qui ont un impact et qui répondent à leurs enjeux justement de taxonomie. Voilà. Donc nous, on a levé 25 millions d'euros il y a un an, dans une structure donc, qui a 13 personnes basées à Paris. Et notre objectif justement, c'est vraiment de créer les boîtes ex nihilo, en partant de projets ou d'actifs sur étagère. Et vraiment, on crée ces boîtes-là. L'objectif pour nous, c'est qu'elles délivrent des objectifs d'impact effectivement en ligne avec nos investisseurs. Voilà. Donc, impact environnementaux, impact sociaux. Vous êtes société à mission, tu ne l'as pas dit. Effectivement. Ça engage autre chose? Ça engage effectivement autre chose. On est société à mission, donc on a une raison d'être stricte dans nos statuts qui nous oblige en termes d'enjeux, alors qui sont généralement très proches de nos enjeux aussi et de nos indicateurs de performance impact dans le cadre de la taxonomie, c'est relativement proche. Mais effectivement, on s'est engagé à ça. Et dans cet engagement, on se fixe justement pour objectif que 100% de notre portefeuille soit dédié à l'impact dans l'agri et l'agro. Et effectivement, c'est une première, parce que d'une, il n'y a jamais eu de startup studio dédié à l'agri-agro en Europe. Et deuxièmement, donc c'est une première, et deuxièmement, un startup studio dédié à l'impact à 100% avec effectivement une raison d'être société à mission, c'est aussi une grande première. Donc on est très, très heureux d'avoir initié la démarche. Tu as utilisé un premier mot qui s'appelle taxonomie. On va peut-être rappeler rapidement ce que c'est. Ça décline un peu les règles auxquelles tout le monde doit satisfaire, hein, on est d'accord? Ouais, alors à l'échelle européenne. Alors effectivement, je suis sans doute pas la meilleure personne pour en parler, parce que la petite spécificité pour nous dans la taxonomie, tu en parleras après, c'est que justement nous on rajoute une petite difficulté, c'est que la taxonomie s'applique à nous, puisque nos investisseurs
nous demandent justement d'être conformes à la taxonomie. Sauf que nous, la petite particularité, c'est que nos projets dans lesquels on investit ne sont pas tous en ligne avec la taxonomie actuelle. Donc ça demande quelques petites spécificités et quelques petites adaptations par rapport à la taxonomie réglementaire. Voilà. Ok. Du coup, je ne sais plus si tu l'as dit, agri-agro, par contre, spécifiquement, exclusivement. Oui, effectivement, 100% agri-agro. Les thématiques, je crois que j'y reviendrai après. Ouais. Voilà, la particularité, c'est qu'on est à quelque part le meilleur des demandes entre un incubateur d'entreprise et un fonds VC, c'est-à-dire qu'on intervient en early stage, donc en pré-amorçage, amorçage, en tant que premier investisseur aux côtés du porteur de projet. Voilà, on est à côté de lui, on est très hands-on, très opérationnel, beaucoup plus que ne le ferait un fonds VC. Et par contre, effectivement, on a un levier de financement qu'on n'a pas, par exemple, un incubateur d'entreprise. Voilà. Ok, donc amorçage, pré-amorçage, c'est avant la création de l'entreprise. Exactement. Et après, ici, on est déjà à la création de l'entreprise, mais dans ses premières années de vie. Exactement. On est d'accord. On va passer la parole à Louis. Je voulais juste quand même mentionner aussi, puisqu'on est en région Nouvelle-Aquitaine, un fonds aussi qui est dédié spécifiquement à la croissance verte, on va appeler ça comme ça, qui est Vitirev Innovation, qui est notamment, on va dire, lié à Vitirev, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est un gros projet de transition agroécologique du vignoble et de toute la partie vinicole de la région Nouvelle-Aquitaine. Donc c'est un fonds qui est notamment abondé par la région, par la Caisse des dépôts et consignations et par Déméter. Louis, du coup, on en vient effectivement. Alors, on va passer de l'autre côté, on va passer du côté des entreprises et on va parler donc de CSRD. Donc, tu vas nous expliquer ce que c'est et je te laisse aussi également un petit peu de quelques mots pour présenter KPMG et ton rôle à KPMG. Bonjour à toutes et tous. Louis Ferlet, donc moi j'interviens, je suis chez KPMG dans la branche conseil. Je pense que vous connaissez tous ou presque KPMG. On est à la fois audit, à la fois conseil. Et donc, sur ces thématiques aujourd'hui, taxonomie, CSRD, on intervient soit en tant qu'auditeur pour vérifier, soit en tant que conseil pour accompagner à la mise en œuvre et donc respecter ce qu'évoquaient mes collègues juste avant. On est 130 consultants dédiés sur les sujets ESG chez KPMG en France, basés majoritairement à Paris, mais aussi présents en région. Et on intervient pour accompagner les entreprises sur ces normes européennes. Ça ne vous a pas échappé, on en parle beaucoup ces derniers temps. La taxonomie, la CSRD, on reviendra tout à l'heure sur le paquet Omnibus qui vient un peu simplifier tout ça. Pour préciser ce que tu disais, Julien, ou pour compléter ce que tu disais, la taxonomie, l'Europe a voulu mettre en place un langage commun pour qu'on puisse comparer deux mêmes entreprises au sein d'un même secteur, avec deux vitesses, puisque une partie des secteurs sont captés dans un premier temps, et d'autres, comme le secteur agri-agro, ne le sont pas encore, mais devraient l'être dans les années à venir. Sur ces indicateurs-là, ce que demande l'Europe, ce que propose l'Europe, c'est d'identifier le chiffre d'affaires, les investissements, donc les CAPEX, ou les dépenses de fonctionnement, les OPEX, au titre de ce texte, au titre de la description de ce texte, pour dire est-ce que c'est vert, clair, comme tu le disais tout à l'heure, Émilie, ou est-ce que ça ne l'est pas. Derrière, l'impact pour l'entreprise, c'est si elle répond correctement aux exigences de l'Europe sur ces thématiques, sur ces trois indicateurs, chiffre d'affaires, CAPEX, OPEX, elle peut obtenir des financements plus facilement ou elle peut rentrer au titre de certains fonds pour être accompagnée, pour être financée sur ces sujets-là. Du coup, par exemple, par rapport à vos clients, vous êtes conseil, vous décryptez cette taxonomie ? Oui, ce que nous on apporte, c'est le décryptage du texte qui est pas simple et on y reviendra tout à l'heure sur les mesures envisagées par l'Europe pour accompagner nos clients et on va finalement ouvrir le capot, regarder les différents investissements, regarder le chiffre d'affaires pour dire oui ou non, ça rentre dans ce qu'a voulu l'Europe dans cette définition de telle ou telle activité. Et la taxonomie, et je fais le parallèle avec la CSRD puisque tu t'en parlais tout à l'heure Laurent, la taxonomie est en mise en œuvre depuis 2021 pour les grands groupes cotés, on va peut-être commencer par là, le préciser. Tout le monde n'est pas concerné par ce sujet, c'est une application progressive qui a commencé en 2021 et qui s'inscrit dans la fameuse CSRD. La CSRD, c'est la nouvelle DPEF, déclaration de performance extra-financière, où on vient finalement demander aux entreprises plus de transparence sur des indicateurs extra-financiers. Dans la première mouture qui est en train d'être publiée par les groupes cotés en ce moment, puisque la majorité des groupes qui clôturent au 31 décembre sont en train de publier leurs états financiers et extra-financiers, il y avait jusqu'à 1200 points de données extra-financières à communiquer.
ce qui, on y reviendra tout à l'heure, était peut-être un peu lourd ou un peu ambitieux de la part de l'Europe. Tu peux rappeler du coup, aujourd'hui, à qui cette réglementation est appliquée en termes de taille d'entreprise? Uniquement les grandes entreprises cotées. Et puis il y avait, comme ça l'a été pour la taxonomie, une ambition de mise en application progressive qui va se décaler un peu dans le temps et ira jusqu'à 2029. Le terrain de jeu initial, il était de 11 000 entreprises et l'Europe a voulu normaliser ça pour faire rentrer jusqu'à 50 000 entreprises qui vont publier des indicateurs. Et j'y reviendrai, mais vous vous en rendez sûrement compte dans vos secteurs ou dans vos entreprises que c'était parfois un peu trop ambitieux. Une question sur les points de données. Tu as parlé de points de données, 1200 points de données. Est-ce que ces 1200 points de données sont obligatoires? Est-ce que c'est des choses que l'on peut choisir? Est-ce qu'on peut choisir son camp, dire j'ai plus travaillé sur je sais pas, la parité homme-femme plus que pour un autre point? On ne peut pas choisir, sinon ce serait un peu simple. Par contre, en fonction du secteur d'activité, en fonction de du business de l'entreprise, on a des sujets qui sont plus ou moins matériels. Et s'ils sont jugés matériels, on est obligé de reporter des données sur ces sujets-là. Tu parlais de la parité, effectivement, ça peut être la répartition homme-femme dans les collaborateurs. Ça peut être, pour rester dans un secteur plus terre à terre avec le monde agri-agro, la consommation d'eau, les émissions de gaz à effet de serre, tous ces éléments-là ont été normés par l'Europe avec une demande de reporting en fonction de la matérialité de ce sujet pour l'entreprise dans laquelle on évolue. Merci. Merci pour ces infos. Donc en fait là on voit un peu les réglementations au niveau des fonds d'investissement, au niveau des entreprises. La question qu'on peut se poser après c'est comment est-ce que c'est appliqué au monde agricole? Comment le monde agricole permet de rentrer dans ces réglementations-là? Et nous on essaie un peu d'y travailler chez Agri-Sud-Ouest Innovation. On est partenaire de 2 projets. Le premier c'est Lila for Soil qui travaille sur l'accréditation carbone à l'échelle de l'Europe. Et le second, c'est Biocapital, où là, on travaille sur la certification biodiversité en agriculture. Et donc, AgroSolutions est aussi partenaire de ce projet-là. Et donc, toi, Roman, qui travaille chez AgroSolutions, est-ce que tu peux nous parler un peu donc, de ce label bas carbone que AgroSolutions a aidé à monter et nous expliquer un peu comment les agriculteurs ils se sont appropriés ce label bas carbone? Donc, Romane Jubera, moi je suis consultante senior chez AgroSolutions, donc un cabinet d'expertise conseil spécialisé dans la transition agroécologique. Et nous sommes membres d'Invivo, donc premier groupe coopératif français. On travaille avec 3 types de clients, donc les clients de l'amont agricole, coopératives, négoces, des clients de l'aval, les industries agroalimentaires, et aussi les acteurs de l'aménagement du territoire, les acteurs publics et les développeurs d'énergie renouvelable. Donc effectivement, sur le volet carbone, nous avons contribué à la rédaction de plusieurs méthodes label bas carbone. La principale étant la méthode grande culture, avec les instituts techniques agricoles du végétal. Et l'intérêt de cette méthode, c'est de pouvoir donner un cadre commun à l'ensemble des exploitations pour mesurer les réductions d'émissions et le stockage additionnel sur leur exploitation agricole et donc générer des crédits carbone robustes et quantifiés. Cette méthode, elle donne également des billes sur la mesure de co-bénéfices et notamment sur la biodiversité. Aujourd'hui, on a à peu près 3000 exploitations qui se sont saisies de ce cadre pour 134 projets, donc beaucoup de projets collectifs en agriculture. Et les points qu'on a souhaité mettre en avant aujourd'hui, c'est aussi des difficultés, notamment à trouver un compromis entre la robustesse des données qu'on demande au secteur agricole et le coût que ça a de mesurer, reporter, vérifier les données. On a aussi un coût administratif important, un fardeau administratif important pour les agriculteurs, ce qui peut freiner aussi le développement de projets sur le terrain. Nous, on intervient principalement avec de la pédagogie et du transfert d'expertise auprès donc des coopératives agricoles, mais aussi des chambres d'agriculture, avec de la formation, donc des techniciens sur le terrain, aussi des organes dirigeantes, parce que c'est important que les enjeux de décarbonation soient pris en compte dès le niveau stratégique au sein des coopératives. Et puis, on accompagne aussi sur le terrain, on fait des tests, des diagnostics carbone pour mesurer le potentiel de transition bas carbone sur certaines exploitations en fonction des pratiques qui sont simulées. Et aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut continuer ces réflexions à l'échelle européenne. Donc, peut-être certains d'entre vous le savent, mais la Commission européenne cherche à développer un cadre de référence, un cadre harmonisé pour tout ce qui est certification des absorptions de carbone dans le secteur agricole, mais pas que.
Et donc, nous, on accompagne la commission et on lui fait des recommandations pragmatiques avec des retours du terrain également pour développer ce cadre. Donc, c'est la CRCF, la Carbon Removal Certification Framework, qui va permettre de faire ce cadre un petit peu comme le LBC, mais au niveau européen. Donc LBC, label bas carbone. Le LBC, le label bas carbone, tout à fait. Voilà, et donc c'est aussi dans ce projet européen, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut essayer de trouver, en tout cas avec les chercheurs qui participent au projet, un compromis entre la robustesse des données et le coût de collecte, notamment en utilisant des outils de télédétection et de remote sensing, voilà, qui peuvent faciliter la collecte de certaines données, notamment de rendement, et c'est un point commun aussi avec le projet Biocapital qu'on a. Oui, effectivement. Et donc, en fait, tu l'as dit, le label bas carbone, il est quand même assez robuste. Il repose sur des méthodologies qui sont bien mises en place pour le carbone. Mais du coup, qu'en est-il de la biodiversité? Est-ce qu'on peut en dire autant? Non, c'est vrai que la biodiversité est une notion un peu plus complexe. Peut-être on peut commencer par la définir. Donc, c'est l'ensemble des êtres vivants et des écosystèmes dans lesquels ils vivent. Et pour la définir, on parle généralement de 3 niveaux interdépendants et des interactions entre ces 3 niveaux. Donc on a la diversité des écosystèmes et des habitats, la diversité des espèces et la diversité intraspécifique, donc la diversité génétique au sein d'une même espèce. Et donc dans les parcelles agricoles, on rencontre généralement différentes catégories de biodiversité, en tout cas qu'on a caractérisées comme telle, donc une biodiversité qui est planifiée, qui correspond à la diversité des cultures et des animaux d'élevage, une biodiversité associée, qui inclut plutôt les bioagresseurs qui ont un impact négatif sur la production agricole, ou la biodiversité fonctionnelle, qui au contraire apporte des services à l'agriculture, et la biodiversité extra-agricole, qui est présente dans le paysage agricole, mais qui n'impacte pas spécialement la production. Et donc, au-delà des services de production rendus par la biodiversité en milieu agricole, on a également diverses contributions à la société humaine en général, que ce soit sur la régulation des flux hydriques, la pollinisation, mais aussi des services culturels. Et donc, c'est ce qu'on appelle les services écosystémiques. Et donc, pour illustrer ça, on dit souvent que, par exemple, que 35% de la production agricole alimentaire au niveau mondial dépend de la pollinisation par les insectes pollinisateurs. Et donc la biodiversité, effectivement, comme le carbone, connaît une crise importante aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'il est essentiel de pouvoir soutenir les projets qui préservent et restaurent la biodiversité. Et donc avec Agri-Sud-Ouest Innovation, on participe notamment au projet Biocapital, qui est un projet financé par la Commission européenne et piloté par l'Université des sciences de Prague, et qui cherche justement à attirer, mobiliser des investissements, et notamment des investissements privés, pour la protection et la restauration de la biodiversité, en s'appuyant sur les technologies de télédétection et les images satellitaires. Donc c'est un projet européen qui regroupe 17 partenaires dans 13 pays. Et peut-être le point intéressant, c'est qu'on cherche aussi à co-construire avec le terrain. C'est-à-dire qu'on va s'appuyer sur 5 sites pilotes dans des contextes différents. Donc les forêts alpines en Autriche, l'agriculture de régénération en France, l'agroécologie en Roumanie, etc., pour créer des cadres qui soient adaptés sur le terrain. Et nous, AgroSolutions, on participe notamment à la création de cadres de paiement justement pour ces services écosystémiques. Et donc aussi, un des objectifs du projet, c'est de déterminer comment en fait, on mesure cette biodiversité, qui est aussi une question que un peu tout le monde se pose, qui est un peu cruciale finalement pour ces paiements pour services environnementaux. Paiements pour services environnementaux qui passent donc nécessairement par l'Agence de l'eau, il me semble. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui en France, il y a beaucoup de PSE qui sont financés, qui étaient financés à titre expérimental par les agences de l'eau. On a des premiers PSE privés qui commencent à se développer, notamment dans le nord de la France avec PADV. Et c'est vrai PADV pour une agriculture du vivant. Pour une agriculture du vivant, exactement. Et c'est vrai que pour financer la biodiversité, on se rend compte qu'il faut pouvoir la mesurer. Alors nous, on participe notamment à un projet, au Casse d'Art Apprivoise, qui est un projet de recherche piloté par Arvalis, qui cherche justement à identifier, sélectionner des indicateurs pertinents pour mesurer la biodiversité en milieu agricole. Et donc les partenaires du projet ont déjà identifié 230 indicateurs d'intérêt et sont en train de les classer, de les noter plutôt selon plusieurs catégories, la pertinence, la crédibilité aussi scientifique, la facilité d'appropriation. Et l'idée, c'est d'avoir ces indicateurs intégrés directement dans les outils d'évaluation de la performance. Par exemple, l'outil Sister d'Arvalis, qui est un outil d'évaluation de la multiperformance des
des exploitations agricoles, ou encore les outils de Farm Management System, donc des outils de suivi, de traçabilité de pratique au niveau des exploitations agricoles. Merci, merci Romane. Juste, je fais un petit rebondissement vu qu'on parle de l'agence de l'eau, pour dire que l'agence de l'eau sera représentée demain pour la conférence, la table ronde sur l'eau demain à 9h30. Donc effectivement, l'enjeu de mesurer la biodiversité, mesurer le stockage du carbone dans les sols, et concrètement, du coup, sur le terrain, comment est-ce que vous accompagnez les agriculteurs et comment est-ce que les coûts de mise en place de ces paiements pour services environnementaux sont mesurés et sont évalués, et comment est-ce que les agriculteurs appréhendent le truc? Alors nous, on ne travaille pas directement en général avec les agriculteurs, mais effectivement, on contribue via nos travaux et via nos réflexions à leur accompagnement, notamment sur les sujets de risques économiques qu'ils peuvent prendre quand ils mettent en place des pratiques de décarbonation, des pratiques de transition agroécologique. Et donc, on a travaillé dans un certain nombre de projets sur le coût de la transition. Donc, c'est le cas aussi dans le cadre du projet de recherche Marvic, par exemple, qu'on accompagne au niveau européen. Sur un autre projet dans le Grand Est, on avait par exemple calculé avec une méthode des budgets partiels. Donc on avait regardé en fonction de différents projets bas carbone quels étaient les coûts supplémentaires ou les produits supplémentaires pour l'exploitation agricole. Donc c'est une méthode de budget partiel. Et on avait estimé à partir de ça qu'il faudrait un coût du crédit autour de 80 € par tonne de CO2 équivalent pour pouvoir financer entièrement la transition sur une exploitation. Donc c'est bien éloigné des coûts actuels qui sont plutôt autour de 30-40 € la tonne de CO2 équivalent au niveau français, au niveau du label bas carbone en agriculture. Voilà, donc ça c'est un des travaux qu'on perfectionne donc, via des modélisations économiques actuellement sur plusieurs scénarios de transition avec des niveaux d'ambition aussi différents. Et puis on a aussi une plateforme expérimentale au sein d'Invivo qui s'appelle Openfield et qui nous permet également de tester plusieurs itinéraires techniques, dont des itinéraires techniques bas carbone, ou bas IFT, ou agriculture de conservation, et d'évaluer le coût de ces itinéraires. Et donc créer ces références, ça permet plutôt d'appuyer les réflexions sur les dispositifs financiers et de voir notamment qu'il y a un besoin de pouvoir cumuler aussi au niveau des exploitations agricoles plusieurs types de financement pour dérisquer la transition pour les agriculteurs. Romain, une dernière question. Les agriculteurs, ils se retrouvent comment? C'est parce que c'est vrai que c'est pas forcément uniquement compenser l'investissement qu'ils font, mais aussi derrière, j'imagine que votre boulot, c'est de montrer que agronomiquement, il y a potentiellement un retour sur investissement, pas forcément court terme, mais peut-être long terme. En 2 mots? Oui, bah, tout à fait. On voit que l'attractivité financière n'est pas forcément toujours le premier intérêt pour les agriculteurs qui cherchent effectivement aussi à développer des pratiques de régénération, qui s'intéressent énormément au sol, à la santé de leur sol. Et effectivement, aujourd'hui, on voit que c'est le sujet d'intérêt, notamment dans l'accompagnement fait par les industriels agroalimentaires, c'est de pouvoir développer l'agriculture de régénération dans les chaînes de valeur et de pouvoir le valoriser auprès de leurs parties prenantes. Merci Roman. Peut-être un point de vue de peut-être Julien ou Émilie sur le fait que aujourd'hui, c'est vrai que les labels bas carbone, on en a beaucoup parlé, paiement pour services environnementaux aussi, ça a un peu le vent moins en poupe. Je sais pas, par rapport aux grands donneurs d'ordre internationaux, c'est vrai qu'aujourd'hui, ils demandent encore quand même un certain nombre d'indicateurs, de remontées d'indicateurs pour ce qu'on appelle leur scope 3, c'est-à-dire tous les impacts qui sont non liés directement à leur propre production. Est-ce que par rapport à ça, tu as un point de vue, déjà un regard? J'allais dire justement expliquer scope 3 et souvent c'est motivé... On a super bien organisé la table ronde. Ouais. Souvent c'est motivé par leurs objectifs zen, c'est-à-dire zéro émission de gaz à effet de serre, ou en anglais net zero, si vous avez entendu parler de ça. Oui, à rajouter... ça, c'est assez constitutif du modèle économique et de la promesse de valeur qu'ont les porteurs de projets quand ils viennent nous présenter leurs initiatives. C'est qu'effectivement, très généralement, ce qui se passe, c'est que les porteurs se focalisent sur les externalités positives générées par leur projet et pas tant par leur valeur créée chez leurs clients. Et ça, nous, on y fait vraiment attention parce que, pour le coup, en tant qu'évidemment Startup Studio Impact, les porteurs viennent nous voir pour ça, mais nous on est extrêmement vigilants parce que bien évidemment tous les KPI d'impact, et je pense que c'est le cas aussi pour YieldLab, sont liés à leur business plan.
Et de fait, il n'y a pas d'impact s'il n'y a pas de business plan fiable. Et donc on fait vraiment attention à ça, à leur faire réfléchir sur qui est le client et qui est le bénéficiaire. Et on s'aperçoit souvent qu'en agriculture, c'est vrai dans d'autres domaines, mais en agriculture particulièrement, il y a quand même une asymétrie forte entre la promesse de valeur du client et ce qu'il est capable de payer pour un produit ou un service, et finalement, qui est vraiment le bénéficiaire indirect de la solution. Et des exemples, il y en a à l'appel sur la gestion de l'eau, sur les émissions de méthane, sur la diminution de gaz à effet de serre. On voit bien qu'a priori, pour l'agriculteur ou pour le metteur en marché, il n'y a pas un intérêt direct à référencer ça dans son portefeuille produit, etc. Donc ça, c'est vraiment fondamental. Et bon, il y a eu énormément d'échecs ces dernières années là, sur quelque chose qui peut être absolument trivial pourtant, mais qui est rarement approché comme ça. Donc on les fait beaucoup réfléchir sur la façon dont on peut imaginer, créer une promesse de valeur vraiment structurée pour le client et comment on invente des modèles économiques intelligents pour capter la valeur dans la chaîne de valeur et au travers notamment du scope 3. C'est un plus, mais pas la priorité. Exactement. André. OK. Merci beaucoup du coup pour cette partie. On va rentrer dans ce qu'on appelle le paquet omnibus. Tu as parlé de ce mot-là que tout le monde sans doute a déjà entendu, qui est en gros peut-être un peu est-ce que c'est un coup de frein à la fameuse réglementation CSRD? Est-ce que c'est un coup d'arrêt? On n'y est pas. Voilà, c'est quoi? Est-ce que tu peux nous éclairer là-dessus? Ouais, juste avant, je vais peut-être rebondir sur ce qu'on vient d'entendre et sur les échanges que j'ai avec des clients. Alors, j'ai des clients issus du secteur agro-agri et d'autres secteurs d'activité qui, eux, sont plus captés, comme je le disais tout à l'heure. Mais peut-être l'enjeu, et on le voit dans les échanges, c'est vraiment capter ou en tout cas monitorer, réussir à suivre, à tracer les émissions et donner finalement des outils qui ne sont pas des usines à gaz. Et c'est la discussion que j'avais avec le directeur RSE d'un grand groupe agroalimentaire qui disait notre enjeu à nous, on y arrive au sein de notre petit microcosme, entre guillemets, hein, parce qu'ils ont un paquet de salariés, c'est d'arriver à amener ça dans les exploitations, à donner les moyens aux agriculteurs de réussir à maîtriser leurs émissions, à maîtriser leur consommation d'eau, mais sans leur mettre un poids de plus sur la tête et couler encore plus d'exploitation. Et l'enjeu, il est là. Et finalement, quand on se rend compte que les groupes agro-agri industriels ont compris ça, maintenant, il faut qu'ils arrivent à le mettre en place au niveau des agriculteurs. Mais c'est vraiment toute la chaîne de valeur, finalement, qu'il faut réussir à faire bouger et à capter dans ces sujets de la CSRD. Pour revenir, puisque tu me passais la main sur le paquet Omnibus, c'est une mesure de simplification qu'a voulu l'Europe sur une réforme qu'avait déjà voulu l'Europe au préalable. Finalement, ils se sont rendus compte que ce qu'ils avaient voulu appliquer, ils avaient sûrement voulu le faire trop vite et aller trop loin. Je vous parlais des 1200 points de données tout à l'heure. Ce n'est pas 1200 nouveaux points de données, mais on descend dans un niveau de détail qui était sûrement beaucoup trop important pour des entreprises qui n'ont pas le temps humain à consacrer sur ces sujets-là, qui se consacrent d'abord à leur business et ensuite, s'ils le peuvent, vont mettre en place ces éléments-là. Donc maintenant, Omnibus, on y est un peu, pas complètement, parce que c'est une proposition que l'Europe a faite. La première partie a été votée la semaine dernière au Parlement européen. La suite devra ensuite de nouveau être votée au Parlement européen et arriver ensuite en transposition dans le droit français et dans le droit des États. Donc la machine est en marche pour la simplification. La décision a été prise de retarder pour une grande partie des entreprises la mise en application de cette fameuse réforme de la CSRD, décalage de 2 ans ou plus. Et je prends un autre exemple d'un client qui me disait, nous, on a des forts investissements, on a un fort bilan, du coup, on se retrouve dedans alors qu'on n'est que 50 salariés. Clairement, on n'a pas de ressources pour répondre à ça et on n'a pas non plus d'enjeu derrière. Donc, est-ce qu'on devait vraiment être dans la première vague de la CSRD et reporter? La réponse est sûrement non. Et maintenant, peut-être si on se projette, les échanges qu'on a, c'est ce reporting, est-ce que c'est un coup d'arrêt? Je ne pense pas forcément. Finalement, c'est plutôt une opportunité puisqu'on a identifié quelles étaient les priorités. En tout cas, les acteurs ont identifié leurs priorités et vont maintenant être un peu plus libres, puisque pas contraints tout de suite de reporter, pour mettre en œuvre leur trajectoire de décarbonation, de réduction, ou en tout cas de traçabilité, de pilotage et de suivi des données. Juste un point sur les PME. Tout à l'heure, tu disais qu'on essayait d'aller englober 50 000 entreprises, c'est ça?
Est-ce que ça baisse du coup? Est-ce qu'on demande, on va toujours chercher cette taille d'entreprise? L'objectif à terme, oui, mais là où un objectif était envisagé à 2027, il est au-delà de 2029. Et je pense qu'on n'arrivera quand même pas à mettre ces 50 000 entreprises dans les contraintes de la CSRD. Et que la façon dont ça va être retravaillé par l'Europe le sera de façon simplifiée. Malgré tout ça est quand même... c'est déjà parti, quoi. Dans les entreprises, c'est vrai que c'est... contraignant sans doute. Est-ce que c'est une opportunité aussi pour certaines? On leur dit c'est peut-être qu'un plus, c'est pas l'objectif. Les grandes entreprises aujourd'hui, elles sont en train de publier, je le disais tout à l'heure, ou elles ont déjà publié, donc on ne va pas les arrêter maintenant parce que le travail est déjà fait. Ceux qui s'apprêtaient à publier pour l'exercice prochain, certains avaient déjà commencé parce que n'avaient pas attendu la CSRD pour se préoccuper de ces enjeux qui peuvent être des enjeux stratégiques sur la partie décarbonation. Je rappelle les accords de Paris de limiter le réchauffement climatique. C'est un effort collectif qui embarque tout le monde. Maintenant, des entreprises qui n'avaient pas encore démarré vont sûrement attendre ou revoir ou voir ce qui se passe sur le marché pour emboîter le pas, parce qu'il ne faut pas oublier dans l'incertitude économique actuelle portée par les annonces outre-Atlantique et puis côté asiatique, font que ce n'est pas forcément la priorité du moment. Il faut être vigilant sur ces éléments-là. Ok. Alors, on en revient à Émilie et à Julien, parce que malgré tout, vous demandez des indicateurs aussi extra-financiers à vos partenaires, je ne sais pas comment on peut les appeler, clients, partenaires, en tout cas les entreprises dans lesquelles vous investissez. Est-ce que vous pouvez un peu rentrer dans le détail sur les indicateurs que vous leur demandez? Est-ce que c'est discuté? Est-ce que c'est vous qui les imposez? Comment ça se passe? Allez, Émilie. C'était pas ça l'ordre. Non. Soyons naturels. Allez. D'accord. Oui, donc tout à fait. Nous, on fait un grand travail de définition d'indicateurs pour mesurer l'impact. Donc justement, Roman disait à quel point c'est difficile de mesurer, par exemple, la biodiversité. L'impact, c'est un peu comme ça aussi. Qu'est-ce que ça veut vraiment dire? Donc pour nous, c'est vraiment une question de chercher une forte corrélation entre le chiffre d'affaires d'une boîte et l'impact qu'ils peuvent générer. Et donc, je vais donner un exemple très concret pour ce contexte. Une de nos boîtes dans le portefeuille est une boîte à Bordeaux qui s'appelle Capcera. Je crois qu'Antoine est quelque part. Ils font de la micro-encapsulation à base d'alginate, donc sans microplastique, de bioactifs. Et pour les secteurs feed, food et agri. Donc on a travaillé avec Antoine et son équipe pour déterminer quel serait un indicateur à impact qui démontre vraiment l'impact qu'ils ont sur l'environnement et en même temps qui va de main en main avec leur croissance économique. Et donc pour eux, c'est volume de produits phytosanitaires, synthétiques ou chimiques remplacés par des bioactifs. Donc c'est assez clair ce que ça donne. Je vais laisser la parole à Julien. Julien. Ouais, c'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure, c'est que de la même manière, on est sur des indicateurs qui sont très liés au business plan et au chiffre d'affaires. Donc quand nous, par exemple, ce qu'on oblige à suivre comme indicateur et qui est suivi aussi dans notre gouvernance par un comité impact qui se réunit régulièrement pour justement, qui est un comité consultatif, mais qui se réunit pour vérifier l'adéquation avec les critères d'impact des boîtes concrets, on l'a créé pour justement piloter ça. On parle d'hectares déployés, on parle effectivement de part d'IFT diminuée, on parle d'émissions de gaz à effet de serre évitées. Bref, on parle en tout cas d'un chiffre d'affaires multiplié par des hectares, on parle généralement de ça. Donc c'est important d'avoir ça dans l'esprit, parce qu'effectivement, encore une fois, il n'y a pas d'impact sans chiffre d'affaires. Alors la particularité, c'est que nous, on est une structure assez récente, donc on a créé 2 boîtes.
Et une des boîtes, d'ailleurs Cocorico, c'est une boîte bordelaise, qui s'appelle Surus, voilà, encore une fois, qui s'appelle Surus Connect, donc qui était portée par Elliott, portait le projet Tout roule pour diminuer l'accidentologie en agriculture. On comprend bien que là, les KPI d'impact qu'on a mis en place ne sont pas triviaux. Parce qu'on ne parle pas d'hectares déployés, on ne parle pas de gaz à effet de serre. Donc on sait qu'on va évoluer au niveau de notre propre taxonomie, j'ai envie de dire, pour intégrer des critères d'impact d'ordre sociologique, ou en tout cas pas forcément capés sur la partie environnementale, ce qui, du reste, va devoir nécessiter des discussions avec nos investisseurs qui nous obligent à rendre des comptes sur des indicateurs ESG qui ne sont pas forcément raccords avec ceux sur lesquels on est nous et ceux sur lesquels on pilote nos boîtes. Donc on sent que c'est intéressant d'entrer dans le détail parce que du coup, ce qu'on veut montrer, c'est que du champ jusqu'à la réglementation européenne, tout ça, malgré tout, vous avez une certaine flexibilité, mais tout ça à garder dans un cadre réglementaire pour ces fameux articles 8 et article 9 dont tu parlais tout à l'heure. Donc il y a à la fois une liberté, mais contrainte quand même. Oui, exactement. Alors, d'autant plus pour nous qui sommes intermédiaires finalement entre les investisseurs et les boîtes qu'on crée nous-mêmes, c'est qu'effectivement on est obligé au sens de la taxonomie et donc au sens des engagements ESG de nos investisseurs à répondre sur nos indicateurs personnels, sauf que l'impact de nos entreprises, nos startups, est beaucoup plus important que notre propre impact. Donc en fait, on est obligé de faire un reporting sur nos startups pour ensuite le remonter à nos investisseurs. Donc il y a un intermédiaire en plus, et donc il faut faire du cousu humain. Ça donne du boulot à KPMG, quoi. Voilà. Ok. Émilie, pardon. J'allais juste... oui, tout à fait, je te rejoins sur ça. Je trouve que pour le moment, au moins, même si c'est une charge de reporting assez lourde, c'est vrai qu'on a quand même, du moment qu'on peut démontrer qu'on fait un bon travail sérieux, qu'on est en train de mesurer et vraiment discuter d'impact avec les boîtes, et très visiblement, je crois que ça fait partie des thèses d'investissement de nos deux fonds, mais ce n'est pas une histoire de juste... mettre de l'argent et chercher un multiple ou être complètement attaché aux mesures de taux de rendement intérieur ou comme ça, interne, pardon. C'est plus il y a aussi un certain impact de capital, ce qu'on appelle du smart money, donc capital intelligent, c'est-à-dire que nous, on va vraiment que investir quand on est convaincu que notre réseau, notre expertise, notre façon de faire les choses peut amener quelque chose à la boîte et les aider à atteindre leur objectif. Voilà. Ok. Roman, on fait peut-être, avant de faire les questions, parce que finalement, vous avez été super concis, on vous remercie. On fait peut-être un tour de questions à la salle, si jamais il y en a, et puis après on reviendra vers vous pour une conclusion finale. Est-ce qu'il y a des questions? Sinon, on va aller chercher les questions. Il y en a une là-bas. On vous demande du coup nom, prénom et structure, s'il vous plaît. Bonjour, Amandine Pérou, je suis associée chez Self&Innov et donc on accompagne les entreprises sur les financements de l'innovation justement. Et moi j'ai une question sur le fameux verdissement de la fiscalité. Est-ce que du coup vous êtes impliqué dans ce type d'action et est-ce qu'il y a déjà des indicateurs ou des choses qui sont faites pour aller dans ce sens-là? Ça se renvoie la balle là, je vois. Qui veut y aller? Non. Louis? Allez, Louis. On me dit de tenter à ma gauche. Je vais essayer de répondre. Alors, je ne suis pas forcément sur le secteur financier, donc je serais peut-être pas complètement dans la réponse que vous attendez. Nous, en tout cas, ce qu'on voit, c'est que les entreprises qu'on accompagne pour répondre à ces différents critères, ils ont d'une partie le côté réglementaire où effectivement il y a ces obligations de répondre, et à côté il y a cet enjeu de se dire est-ce que je ne veux pas faire du réglementaire une opportunité pour moi, et dans mes investissements de me dire peut-être que je vais payer un peu plus cher, mais derrière je vais avoir un financement avec un taux privilégié parce que je rentre dans les fameux article 8, article 9 et dans le paquet de financement vert auquel doivent se conforter les banques et les établissements bancaires. Donc ça, on le voit clairement, et c'est l'enjeu finalement des entreprises de se dire le réglementaire, j'en fais une opportunité et je revois mon plan d'investissement, que ce soit machine industrielle
ou flotte, que ce soit de tracteurs, de camions ou de véhicules, avec ce prisme-là de me dire je vais aller chercher des financements plus avantageux parce que je concours aux critères de l'ensemble de la chaîne de valeur et donc de l'établissement bancaire. Des compléments? Non. Je vois. On a une autre Merci. question par ici. Autre question. Merci. Bonjour, je suis Pierre Compère, je suis consultant. J'ai créé une petite société qui s'appelle Explicit Conseil. Merci pour vos exposés. Est-ce que concrètement, vous avez vu une évolution des modèles économiques des boîtes que vous avez pu accompagner ou créer? Ou est-ce qu'on est encore dans un reporting et on fait moins pire qu'avant? Ou est-ce qu'on arrive finalement, par ces démarches-là, à véritablement changer de façon de produire et de consommer? Il y a un an, on a animé, il n'y a pas un an, un peu moins de ça, il y a 6 mois, à la rentrée d'Agri Sud-Est Innovation, on a parlé d'économie de la fonctionnalité et de la coopération comme étant voilà, une façon de penser aussi le développement économique en décorrélant volume et valeur. Est-ce que, voilà, ma question, elle se résume ainsi, finalement, est-ce que ces réglementations, ces questionnements que vous déployez, est-ce qu'ils amènent à vraiment repenser et innover dans le domaine des modèles économiques également? Émilie, Julien? Moi, je dirais pas suffisamment. Je trouve que malgré tout, les porteurs de projets ou les projets sur étagère qu'on a l'occasion de voir sont quand même très portés sur la partie produits-services, un peu à l'ancienne. Je trouve pas qu'il y ait énormément d'innovation dans l'approche marché. C'est bien triste d'ailleurs, parce que comme j'ai dit tout à l'heure, finalement, c'est sans doute là où il y a le plus à innover. Alors ça demande effectivement sans doute un état d'esprit un peu différent, et souvent les projets sont quand même portés par des personnes tech, hein, quand même, à la base. En tout cas, les thèses d'investissement des fonds VC, même d'un startup studio, est quand même très orienté tech. Donc, c'est plus compliqué pour ces gens-là de réfléchir à une nouvelle approche marché. Et d'ailleurs, c'est une raison pour laquelle il y a tant de difficultés pour des projets tech de haut niveau d'atteindre le marché et finalement d'aller au succès. Donc, l'objectif, en tout cas, qu'on a nous au sein du startup studio, j'imagine que c'est le cas aussi pour les fonds, c'est de les faire réfléchir à ça et d'intégrer tout de suite des compétences marché pour réinventer les modèles économiques et effectivement aller au-delà de la tech, parce qu'on est persuadé que spécialement en agriculture, il y a beaucoup plus à inventer dans les modèles économiques que dans la tech. Donc à tout cas, nous, c'est la promesse de valeur qu'on approche. C'est aussi pour ça qu'on bosse avec toi, Pierre. Donc, Allez, autopromotion. Émilie. Juste pour rebondir aussi, moi je trouve que j'ai assez souvent, je parle assez souvent avec des entrepreneurs et je leur dis que en fait je suis pas convaincue que le capital à risque soit l'instrument financier ou l'actif qui convient bien. C'est vraiment surtout dans l'agriculture, comme disait Julien, on a vraiment besoin d'innover sur tout ce qui est capital plus patient, des horizons à long terme et pas des cycles de rendement qui finalement ont été vraiment créés pour la tech, pour des plateformes, des SaaS, Software as a Service, qui ne reflètent pas la complexité de la terre vivante. Donc, moi, c'est quelque chose qui m'intéresse de plus en plus. Je ne dis pas que le capital à risque n'a pas sa place pour promouvoir certains aspects innovation et technologique. Oui, certes, mais aussi besoin de penser au-delà. Ça existe, ça? Oui. Pour des entreprises jeunes? Je commence justement, je suis au début un peu à titre personnel d'une exploration sur ce point de vue-là. Je fais partie d'un groupe de travail autour de financer l'agriculture régénérative. Donc, je veux bien en parler plus prochainement. Vas-y. Non, mais là, vraiment, avant de vous raconter, je suis en pleine. Okay. Ouais. Mais n'hésitez pas, si c'est quelque chose qui vous intéresse, je suis très preneuse de toute conversation. Ça marche, merci Émilie. Question, il y en a deux. Vas-y, Philippe. Oui, bonjour, Philippe Samer, Coopération Agricole. Une remarque, une question. Remarque sur la CSRD. On ne peut que se féliciter de l'omnibus
parce que c'était quand même un Himalaya administratif pour les coopératives agricoles et puis les entreprises, honnêtement. Sur le carbone, j'ai vraiment une question sur la question de la massification du marché du carbone. Pourquoi ? Parce que au-delà de la question de la pratique technique, ça c'est facile, la question du label bas carbone, et c'est des questions qu'on se pose chez nous, on ne pourra pas le vendre deux fois. On ne pourra pas le vendre d'un côté sur le label bas carbone à un obligé X ou Y pour quelqu'un qui veut compenser et contribuer à la stratégie nationale bas carbone où on doit réduire de 50% les émissions de la filière agroalimentaire. Et donc pour arriver à ça, comment on va faire d'un point de vue financier pour mettre tout ça en musique en fait? Roman ou Louis, après, c'était une vue plus globale. Roman, vas-y. Non, ce que j'allais dire, c'est que effectivement, on se retrouve avec plusieurs parties prenantes qui ont des objectifs différents. On a des entreprises qui veulent faire de la compensation, financer des crédits carbone au niveau des exploitations agricoles, d'autres qui cherchent davantage à atteindre des objectifs net zéro et puis donc dans leur chaîne de valeur, sur leur scope 3, donc de leurs émissions indirectes, notamment des industries agroalimentaires. Et on a aussi les pouvoirs publics qui ont aussi des objectifs qui se sont fixés, notamment dans le cadre des accords de Paris. Et donc effectivement, il y a une vigilance à avoir sur le fait de ne pas double compter plusieurs fois les bénéfices carbone d'une même pratique, d'un même projet de transition au sein d'une exploitation. Et donc, c'est des nouveaux enjeux aussi à traiter à travers plutôt des méthodes d'allocation. Donc, comment bien allouer à chacun ce qui lui revient en fonction des financements qui ont été mis sur la table. Et donc, il y a notamment le label bas carbone qui travaille en ce moment, donc le comité de rédaction, qui travaille sur des méthodes d'allocation justement sur les bénéfices carbone pour pouvoir les réattribuer sans avoir de double comptage. Et ça permettrait de massifier, du coup, ça permettrait en tout cas d'empiler, on va dire, des financements de plusieurs acteurs sur une exploitation agricole et c'est plutôt bénéfique au niveau des exploitations. Après, le label bas carbone et de toute façon les crédits carbone en agriculture, on voit qu'aujourd'hui, il y a quand même des limites. On a un coût qui est assez prohibitif par rapport à d'autres secteurs, notamment la foresterie, la forêt, pardon. Et du coup, c'est vrai que c'est difficile d'attirer les acteurs là-dessus sur de la compensation. En plus, on a des cadres qui évoluent. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui sur de la compensation, de la contribution, comment il faut l'appeler, qu'est-ce que je peux valoriser aussi pour mon entreprise. Et donc ça crée de la complexité qui désengage aussi aujourd'hui les investisseurs sur le marché du carbone volontaire. Ok, on prend les deux dernières questions. Thierry, Hélène après. Oui, Thierry Renard. Je représente les industries agroalimentaires de Nouvelle-Aquitaine. Moi, je voulais juste faire part de quelques réflexions. On a le marché alimentaire qui est globalement sont des marchés domestiques. Il y a une part qui s'exporte, mais pour une grande part, ce sont des marchés domestiques. Et depuis quelques années, récemment, depuis moins de 5 ans, on est confronté à des évolutions extrêmement nouvelles. D'abord, une déconsommation de l'alimentation des consommateurs en volume, ce qui est tout à fait nouveau. Et puis nouvellement, avec ces droits de douane qui arrivent de partout, qui posent toutes les questions que l'on imagine. Alors, on vit une paupérisation à une vitesse extraordinaire de notre filière. On est à des niveaux d'EBITDA de 6-7%. Quand on compare avec ce qui se passe dans l'économie, on est absolument ridicule. On a des capex qui sont en baisse. En Nouvelle-Aquitaine, on est passé de chaînes de production qui avaient 14 ans à 18 ans, parce qu'on désinvestit. Donc voilà un petit peu le contexte. Et donc moi je m'interroge là-dedans, parce qu'on est en plus de cela avec des consommateurs qui bloquent leurs arbitrages consommation à 12%. Donc où est-ce qu'on va trouver la valeur ? Parce qu'à un moment, il faut bien que le consommateur, il faut bien rémunérer cette valeur. Où est-ce qu'on va trouver la valeur dans cette équation pour nos entreprises, pour investir, et qui plus est, pour investir dans ces transitions-là qu'on appelle de nos voeux, mais comment fait-on ? Est-ce que vous avez une solution ? Louis ? Non. C'était une question que j'avais finale. C'est en fait comment est-ce qu'on apprend de tout ça ? Julien. Non, le commentaire que j'avais juste à dire, c'est que finalement, la problématique, elle est même au niveau de l'amont agricole. Hein. Au final, c'est qu'une continuité, c'est qu'il y a un continuum absolu, c'est exactement la même chose. Moi, je m'occupe plutôt de la partie amont agricole, donc moins de la partie transfo, mais peu importe. Mais la question nous est posée de la part des metteurs en marché, des distributeurs, coopératives négoces et des agriculteurs. C'est-à-dire aujourd'hui, moi, je veux bien faire un effort, mais qui paye mon effort, toujours pareil.
Donc effectivement, du coup, c'est là où, pour faire le lien avec la partie impact, c'est là où on est extrêmement vigilant, encore une fois, sur la véritable valeur créée chez le client final, sur les gains de productivité que ça peut lui avoir, ou sur des économies sonnant et trébuchantes pour lui dans son bilan. Donc en l'occurrence, on est conscient de ça. Et d'ailleurs, les problématiques, on les voit très régulièrement sur tout un tas d'entreprises, de start-up, des biosolutions ou d'autres services qui ont beaucoup de difficultés à pénétrer ce marché, puisqu'effectivement la promesse de valeur n'est pas suffisamment intéressante, importante pour l'agriculteur pour l'inciter à utiliser ces solutions-là. Donc finalement, notre problématique elle est vraie également au niveau de l'amont agricole. Alors j'ai pas effectivement de recette magique. La problématique, elle est exactement pareille d'ailleurs outre-Atlantique. Hein. Les problématiques de pénétration de marché sont identiques. Ils ont beaucoup de difficultés. Il y a énormément de difficultés pour les startups pour pénétrer ces marchés. Contrairement à ce qu'on peut imaginer, c'est difficile partout. Donc je pense que c'est aussi la raison pour laquelle, en tant que startup studio, on travaille beaucoup avec les agro-chains, on travaille beaucoup avec les industries agroalimentaires pour justement faire émerger des solutions très concrètes, un peu quick win, pas s'envoyer en l'air sur effectivement peut-être des aliments un peu trop futuristes, voilà. Mais gagner en efficience, gagner en productivité, il y a déjà beaucoup de choses à faire au niveau industriel et au niveau des agro-ressources pour optimiser, être plus résilient et être compatible, j'ai envie de dire, avec ce qu'est capable de mettre un consommateur in fine dans son assiette. Bon, ça reste un message optimiste. Dernière question, Maëlène. Merci Laurent. Maëlène Poitrenaud, Veolia Agriculture. Je vais être rapide. Je voulais rebondir sur la question précédente et la remarque de Roman sur le label bas carbone et l'allocation. J'avais compris que c'était déjà possible aujourd'hui dans le cadre de la rédaction actuelle de faire de l'allocation par culture et par donc superficie, pour réserver une partie des crédits carbone, si je peux dire, sur les filières et que les autres parcelles, du coup hors filière, puissent quand même rentrer dans le cadre du label bas carbone. Et là, je t'entendais dire que c'était des choses qui étaient en cours de rédaction. Donc du coup, ma question, c'est est-ce bien possible aujourd'hui ou ce sera possible uniquement demain? Merci. Non, c'est déjà possible, effectivement, au niveau d'un porteur de projet. Ce qui se fait beaucoup, en fait, c'est de répartir les réductions d'émissions, notamment entre les différentes cultures de la rotation. Et puis, par contre, sur le stockage de carbone, vu que c'est un petit peu plus complexe, aujourd'hui, en général, ça part en crédit carbone vers un seul acteur. Et là, le comité de rédaction du label bas carbone travaille sur une méthode harmonisée. Et c'est juste que si chacun utilise sa propre méthode, en fait, on n'est pas sûr que les règles soient harmonisées et que du coup, on ne compte pas plusieurs fois un même bénéfice ou qu'on ne surcompte pas les bénéfices d'un projet. L'idée, là, c'est d'avoir des règles partagées qui seront optionnelles, qui ne seront pas obligatoires. Mais ça peut être donner des billes, en tout cas, aux porteurs de projets pour séparer les bénéfices entre différents financeurs. Et notamment sur le sujet du stockage de carbone, où là c'est un peu plus complexe, notamment quand on a des pratiques, par exemple l'implantation de haies ou l'implantation de couverts qui peuvent bénéficier à une rotation dans son entièreté. Super, merci beaucoup pour les réponses à ces questions. Merci pour vos questions posées. Et merci beaucoup, chers intervenants. Je pense qu'on peut les applaudir très fort. Merci. Merci.